Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Dans ce deuxième épisode, je vais vous présenter l'histoire de Floriane et Mélanie. Une histoire attachante, difficile, un parcours semé de doutes et d'inquiétudes, mais riche d'une certitude qu'un jour, elles construiraient leur famille. Floriane et Mélanie ont eu le temps, si l'on peut dire, de tester plusieurs méthodes, d'affiner leur choix, de découvrir leur bébé étoile Luna pour arriver enfin à la naissance de leur petit Lubin. Aujourd'hui, Floriane est à mon micro et c'est avec toute l'émotion qui le jalonne qu'elle nous fait vivre et qu'elle revit l'intensité de leur parcours. Bonne écoute! Bonjour Floriane. Bonjour. Je te remercie de t'être rendue disponible une deuxième fois puisqu'on a perdu le premier enregistrement. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc j'espère qu'on va garder la même spontanéité, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Non, alors je pense Floriane, pas, ça devrait aller. oui, je pense. Alors Floriane, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, me présenter ta famille et me dire un peu ce que vous faites dans la vie, tout ça. Alors, je m'appelle Floriane, j'ai 27 ans, je suis infirmière, j'habite à Strasbourg. Je vis avec Mélanie depuis 2013. Elle est aide-soignante en maison de retraite. Et puis, nous avons un petit garçon qui a 14 mois aujourd'hui, qui s'appelle Lubin. Et qui s'appelle Lubin. Joli prénom, j'adore ce prénom. D'accord. Merci. Et donc du coup, je t'en prie. Et donc du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment vous êtes rencontrés avec Mélanie? Quel a été votre parcours en fait de vie avant de penser à la maternité? Eh bien, en fait, on s'est rencontrés au travail, donc dans une maison de retraite en 2012. Au début, c'était vraiment juste de l'amitié. Moi, j'étais aide-soignante, elle était dans l'animation. Et puis à ce moment-là, je suis allée la voir, voilà, parce que j'avais très envie de participer à une animation, en dehors de l'EHPAD, en fait. Et donc, tout naturellement, elle m'a invitée à aller à dans une chèvrerie, pardon, avec nos petits papis mamies. C'était très romantique. Non, c'était les premières fois qu'on parlait vraiment, elle et moi, et qu'on parlait plus que travail, en fait. On parlait d'autres choses, quoi. On avait une vie à côté du travail et c'est à ce moment-là qu'on le découvrait. D'accord. Et puis, très vite, on a échangé nos numéros, échangé MSN à l'époque. Et on se parlait, mais tous les jours, quoi. Il n'y avait pas un jour qu'on se parlait pas. Et voilà, il faut juste savoir que moi, à ce moment-là, j'étais déjà à Strasbourg, en fait, en 2012. Donc, j'étais rentrée juste pour les vacances d'été. D'accord, donc tu l'as rencontré sur ton travail d'été, en fait. Voilà, exactement, sur mon travail d'été. Et donc, ça a été très vite. Moi, en septembre, je suis repartie, fin août, je suis repartie sur Strasbourg. Et en tout bien, tout honneur, on a gardé des contacts au début. Et puis, elle est venue une fois à Strasbourg, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, la troisième fois, on va dire le coup de foot, puisque ça faisait déjà presque 10 mois qu'on se connaissait. Mais voilà, on s'est embrassés et on a décidé de très vite la faire tout quitter de là-bas et qu'elle vienne en Alsace. Donc en 2 mois, c'était affaire classée, quoi. En 2 mois, elle a quitté son boulot, sa maman, et elle m'a rejoint à Strasbourg. Ouais, En août 2013, du coup, on emménageait ensemble. Le premier bisou, c'était fin juin 2013, je crois. Et donc, en mi-août, pardon, elle était en Alsace avec moi. Et okay. on n'a pas vécu tout de suite ensemble. C'est-à-dire qu'on avait loué 2 appartements, l'un au-dessus de l'autre. On était toujours bien. Mais voilà, on avait une petite roue de secours quand même. D'accord. Au cas où. Et tu me disais que cet appartement, il vous avait surtout servi à entreposer vos bagages, vos meubles en trop, au final. C'était un gros Bronx. Moi, il servait
quand on avait nos parents qui venaient, on les mettait là-haut. Quoi qu'au début, mon papa n'était pas au courant, donc une fois il est venu, je lui ai dit bah écoute Mélanie, te laisse son appartement, elle va dormir en bas avec moi. J'avais fait du pipeau un peu à ce moment-là parce qu'il était pas du tout au courant de notre histoire. Et, euh, et voilà, c'était drôle quoi. C'était bon l'appartement qu'on a payé 1 an, mais qui servait à rien du tout, du tout, du tout. D'accord. Donc on vivait ouais, dans 20 mètres carrés. 20 mètres carrés à deux, un lit, une place, une seule chaise. C'était petit, mais c'était bien. Intense. Voilà, c'est ça, exactement. Au moins, tout est concentré et c'était cool. D'accord. Et donc là, on est en 2013, donc comme tu me le disais, qu'est-ce qui se passe après? Et ben après, moi, je continue toujours mes études d'infirmière. Mélanie, elle rentre dans son école d'aide-soignante. Et puis l'année 2014 se passe, on loue un autre appartement, beaucoup plus grand cette fois. Et on commence à du coup acheter des petites affaires à deux et tout faire à deux. Et c'est encore plus cool qu'avant en fait, hein, presque, parce que là, pour le coup, ça devient concret. Mhm. Et puis notre vie continue. On adopte un chat. Bon, bah, il est là. C'est cool. C'est vrai C'est qu'il y le a Flocon. premier. Il y a Flocon, voilà. C'est le premier point commun, le premier rattache commune, on va dire. Et puis voilà, en 2015, on est toutes les deux diplômées. Elle Mhm. en juillet, moi en mars 2015. Et à D'accord, ce donc moment-là, très vite, on parle bébé. Très ah très oui, vite. d'accord, ok, oui. C'est vrai que ça aide en général le premier CDI ou en tout cas le passage dans la vie active déclenche souvent les choses. Hein. Ouais, exactement. Avant, on a profité de nous. Maintenant, bon, moi, j'avais envie de bébé depuis, je sais pas, depuis que j'étais lycéenne, je crois. Hein. Donc c'est naturellement que c'était le premier sujet qui est venu sur la table très vite. Enfin, je veux dire, même tout de suite, je crois. Hein. On n'a pas attendu qu'on soit diplômé pour en parler. On en parlait déjà avant, mais on a concrétisé les choses, on va dire, à partir de 2015. On a envie que D'accord. ça devienne concret, en fait, à ce moment-là. Et enfin, tu t'es jamais posé la question de ta sexualité par rapport à cette envie de bébé, puisque mine de rien, ça corse un peu les choses. Non, jamais. Jamais, parce que j'ai un utérus et 2 ovaires. Donc je pense que je peux y arriver. Après, effectivement, il y a le qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre, où est-ce qu'on va trouver des petits spermatozoïdes, quoi. C'est là la question. Mais il faut savoir que j'ai une amie, enfin c'est la collègue de ma maman à la base, hein, qui est en couple elle-même avec une femme et qui elle-même à cette époque-là était dans les démarches pour avoir un enfant. Euh, et donc euh, et donc c'est tout naturellement que je me suis tournée vers elle et pour lui poser toutes les questions que j'avais envie de lui poser. Et elle passait par un donneur connu. Et en fait, pour moi, ça me paraissait être la solution la plus simple et la moins onéreuse. Elle est toujours là pour moi, ouais. Bah, elle a eu son enfant avant toi, du coup, dans son parcours. Alors elle a eu un parcours un peu compliqué avec des grossesses faciles, tombe enceinte facilement, mais des fausses couches, plusieurs fausses couches, et puis elle est tombée malade, donc du coup elles ont repoussé le projet. Elles ont eu une petite fille en janvier 2017, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elles ont commencé les essais avant nous, mais elles ont eu leur petite fille en janvier 2017. D'accord, ok. Ok, donc du coup, forte de l'expérience de ton mentor, tu te tournes d'office vers un donneur connu. Comment vous faites alors comment vous le trouvez ce donneur? Et bien on tape sur Google, cherche donneur de sperme. Et Google c'est fantastique parce qu'on trouve plein de choses. C'est En fait, j'en fantastique. rigole encore, mais je crois que j'ai supprimé mes historiques de mon téléphone parce que j'avais trop peur qu'on me prenne pour une folle. Mais c'était très curieux comme recherche. Mais on trouve pas ça sur Amazon, mais on en trouve. Il y a des sites spécialisés. Voilà, donc il y a déjà un grand site de coparentalité principalement qui existe. Et puis après, il y en a d'autres. Il y a des forums. Franchement, il y a plein de choses, mais c'est pas évident du tout. En fait, aujourd'hui, avec du recul, je me dis quand même, j'ai parlé avec des hommes que je connais ni d'Adam ni d'Ève, j'avais 22 ou 23 ans, je sais plus. Enfin, c'était vraiment curieux quand même. Ouais, c'est Et on sûr. a échangé avec plusieurs hommes. Ouais, c'est vraiment une démarche Ouais, ouais, particulière. Hein. ouais, tout à fait. Et donc, on a échangé avec plusieurs hommes. On est tombé sur des cas, mais Forcément. incroyables, quoi. Enfin, qui faisaient ça vraiment juste pour, enfin, alors il y en avait qui proposaient oui d'accord mais je couche avec vous deux, ou alors oui d'accord mais c'est vous qui me masturbez, enfin des cas mais
incroyable. Et moi, je commençais un peu à déprimer. Bon, ça faisait qu'un mois que je cherchais, mais j'avais tellement envie de ce bébé que c'était long déjà un mois. Et je me disais, mais on va jamais trouver quelqu'un, quoi. Et puis là, on sort d'études financièrement, aller en Espagne ou Belgique, bah, c'est pas possible, quoi. Oui, c'est clair que Donc c'est un j'ai vrai commencé budget. un peu à paniquer. Et puis il y en avait qui nous demandaient 200 € par mois, enfin à chaque fois. On se disait mais enfin quel est le principe du don si on te paye? Enfin on avait du mal avec ce procédé-là en fait. Hein. Et on voulait vraiment quelqu'un qui fasse ça, bah, je vais pas dire par le plaisir parce que ça doit être bizarre de faire ça par le plaisir, mais qui fasse ça vraiment par un acte de générosité quoi. On voulait vraiment que ce soit un projet réfléchi et pas je fais ça pour l'argent. Enfin voilà. Et donc on a quand même trouvé quelqu'un qui répondait à ces critères. En fait, on voulait des critères, quelqu'un qui soit brun parce qu'on est brune, qui a les yeux foncés, parce qu'on a les yeux foncés. Et en fait, très vite, on a laissé tomber ces critères parce qu'on s'est dit, c'est pas les plus importants pour nous. En fait, d'ailleurs, il y a le géniteur de notre fille qui est blond aux yeux bleus, donc rien D'accord. à voir Rien à voir. avec nous, mais bon. Donc du coup, on avait beaucoup échangé avec cet homme, avec qui on avait vraiment de bons contacts au début par email. Et puis on a fixé un premier rendez-vous. Donc là, on est août 2015. On a fixé un premier rendez-vous à un café, à une ville à mi-chemin entre lui et nous. Et puis voilà, on a parlé de tout et de rien. Mais vraiment, c'était comme si c'était un ami, un copain, enfin un pote qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. On parle de nos vies, du travail, de métro boulot dodo, j'ai envie de dire. Mhm. Et puis on se sépare. Et le soir, avec Mel, on se dit, ben, on a parlé de tout, sauf du pourquoi on se rencontre en fait. C'était compliqué. Donc du coup, le soir, on le rappelle, on se dit, mais par contre, écoute, on n'a pas trop parlé de ce pourquoi on se rencontrait, donc on va peut-être discuter maintenant, si tu veux bien, par téléphone, parce que en fait, c'était tellement naturel de se parler que, bah ouais, on a zappé ça, quoi. Mais vraiment zappé. Donc le soir, voilà, on a parlé de tout ça par téléphone après. D'accord. Et donc là, du coup, vous avez acté du comment ça allait se passer. Ouais, bah comment non. Alors ça, franchement, la technique en elle-même pas, mais on a acté du fait que voilà, on voulait qu'il nous fasse des sérologies, des IST, c'était indispensable pour nous. Et je me serais pas lancée dans l'aventure s'il m'avait dit non, je refuse de faire des prises de sang, quoi. Enfin, de faire une prise de sang avec toutes les sérologies, c'est la base, quoi. Hein, c'est quand même la base, Donc les même s'il n'y sérologies, a pas c'est ce qui d'acte permet sexuel. de détecter si il y a des maladies sexuellement transmissibles, des risques. Voilà, exactement, tout ça. Et même lui m'a demandé d'en faire une, j'étais surprise, mais bon, voilà, lui aussi, il faut s'assurer que la future maman soit en bonne santé, entre guillemets, à ce niveau-là, en tout D'accord. cas. Donc, voilà, je l'ai fait sans problème. Et puis lui aussi, et puis voilà. Et donc très vite, ouais, on s'est dit, bah écoute, alors lui, il travaille un coup en France et à un moment donné de l'autre côté de la frontière. Mhm. Et, euh, et donc du coup, pour l'organisation, il me disait dès le premier jour de mes règles, le prévenir pour qu'il puisse s'organiser, être en France. Et, euh, et donc, bah voilà, premier jour de règles, je lui envoie un SMS. Comme j'ai des cycles réguliers à ce moment-là, donc là on est en septembre, on a enchaîné direct. Hein. Mhm. Donc comme j'ai des cycles réguliers et que j'ai bien réussi jusqu'à présent à repérer mon ovulation, ben on fixe ça pour les 15 jours après le début de mes règles, quoi. Quelque chose comme ça. On a décidé de se retrouver à l'hôtel, pareil, dans une ville à mi-chemin entre lui et nous. On trouvait ça plus facile en fait, et surtout plus anonyme. Enfin, je Mhm. voulais pas le faire venir chez moi quand même. Oui. Et, Et donc là, à et ce du moment-là, coup, bah pardon, excuse-moi, à ce moment-là, tu te fais pas du tout suivre par un gynéco parce que par toi-même, tu sais détecter ton ovulation, tes cycles, tout ça, quoi. ouais, tout à fait. J'ai même pas vu de gynéco encore. En fait, à ce moment-là, j'ai encore jamais vu de Si, j'ai dû en voir un une fois dans ma vie. Oh, je sais même plus, mais je crois pas. Je crois pas, D'accord. puisque j'ai jamais été avec des hommes, et donc j'avais pas de gynéco attitré en Alsace, en tout cas. Donc voilà. On fait notre petite tambouille à nous, dans le plus grand des secrets. À part mon ami mentor qui est au courant de toute l'histoire, mais voilà. Sinon, il y a personne d'autre. Et puis, on se retrouve donc, d'abord dans un endroit pour boire un verre avant,
Et encore une fois, on se voit, mais enfin c'est curieux parce que moi par contre j'étais flippée hein, sur ma chaise avec mon diabolo de menthe devant moi là. Je me suis dit mon Dieu, mais comment ça va se passer dans 1 heure ou 2 heures? Mais bon, lui et Mélanie, en tout cas, elles parlaient de tout et de rien. C'était fantastique, ça détendait un peu l'atmosphère. À l'aise, Mélanie. Et ouais, moi j'étais flippée, hein, j'avais les mains moites, je me rappelle, je me suis dit mon Dieu, mais comment ça va se passer? Bref, et donc après on rejoint notre chambre d'hôtel et lui il fait sa petite affaire, nous on attend tranquillement dans le couloir. Alors après on a repéré qu'il y avait des caméras, ils ont dû se demander ce qu'on faisait, mais bon c'était quand même très curieux. Mais du coup il fait sa petite affaire dans la salle de bain. Et après il sort et il nous dit voilà c'est fait, bah vous me redites quand est-ce qu'on se voit, je vous souhaite que ça fonctionne du premier coup. Et il se barre. Et à nous de rentrer en jeu. Et bon là on récupère ce qu'il nous a laissé, donc le sperme et puis les pipettes, tout ça. Hop là on fait l'injection et on attend. Voilà. Et j'ai froid, je tremble parce que je suis stressée en fait. Je sais pas pourquoi je suis stressée, Bah, c'était mais quand même, voilà, mais c'était un voilà. aboutissement. Ouais c'est ça. C'était l'étape numéro 1 de peut-être une belle histoire. Donc ouais c'était de l'euphorie je pense. Pas du stress mais de l'euphorie. Et du coup, comment vous vous êtes procuré Et donc tout le matériel nécessaire pour l'insémination artisanale? je travaille en laboratoire. Voilà. Ça aide. J'ai des seringues, des petits post-it. Alors j'en pique un ou deux par-ci par-là, ça se voyait pas. Puis de toute façon, des pots d'urine, on les donne. Enfin n'importe qui va dans un labo en disant j'ai besoin d'un pot pour une analyse d'urine, on nous le donne. Après, on en fait ce qu'on veut en fait. Hein. Donc voilà, j'empruntais. Non, j'empruntais pas. Je prenais des pots d'urine au travail. Participation de Et puis, l'employeur. voilà, c'est ça. Et puis seringue, non, on n'a pas utilisé une seringue parce que bien sûr une seringue sans aiguille, hein, mais ça me faisait un peu peur le petit bout. J'avais peur que ça me fasse tout mal. Alors on a pris une pipette Doliprane pour enfants. J'ai été acheter du Doliprane pédiatrique et j'ai utilisé la pipette, pardon, pour ça. Voilà. D'accord, bonne idée en soi, système D. C'est ça, mais très artisanal, hein, effectivement. On tape aussi sur artisanale, mais on trouve plein de résultats, c'est incroyable. Moi, je pensais que j'étais seule au monde, quoi. Mais non, en fait, je suis pas seule au monde. D'accord, limite un tuto YouTube. Donc voilà, ça aide. Ah non, ça y a pas, par contre. Ah, ça y est pas. Bon. Ça y a pas, mais ouais, mais il y a toute une communauté qui est hyper soutenante et alors j'ai trouvé cette communauté sur les forums sur internet, mais c'est vrai que ça aide en fait de pouvoir échanger son histoire avec d'autres et qui vivent la chose et du coup nous conseillent, nous soutiennent. Moi ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, je me D'accord. sentais moins seule. D'accord. Donc voilà, bon bref, Ouais. l'insémination est faite. On retourne à Strasbourg et puis ben, on attend. Voilà, on attend 14 jours. Les 14 jours les plus Et lents de notre vie. oui, c'est ça. Et puis ceux où on se crée tous les symptômes du monde dans notre tête. Et pourtant, on les croit réels, ces symptômes, mais c'est vraiment que dans notre tête. Et au bout de 14 jours, bon, bah, échec. Et franchement, je le vis plutôt bien. Parce que voilà, c'était tellement fait à la one again. C'était un brouillon, c'était un coup d'essai, on va dire, ce coup-là. D'accord, sans pression. Ouais, sans pression. Franchement, sans pression. Non, franchement, c'était cool. C'était cool. On recommence. On n'attend pas, donc bien sûr le petit message, ça n'a pas marché, tout ça, ça risque de tomber entre telle date et telle date. Mais cette fois, en fait, on décide de le faire venir à la maison. Moi, la première fois, j'ai pas voulu, mais la deuxième fois, je me suis dit, bon, ce sera plus simple, en fait, je serai chez moi, je serai peut-être moins stressée aussi. Moi, voilà, je lui ai demandé si ça lui gênait, parce que ça lui fait quand même faire presque 200 kilomètres, hein, aller simple, Oui, donc parce que c'est ça, il habite loin en fait, hein. ouais, il habite dans le Grand Est, on va dire, dans la même région, mais bien plus loin que Strasbourg, effectivement. D'accord. Et donc, oui, et puis comme il bosse pas toujours en France, voilà, ça lui fait des kilomètres supplémentaires. Mais bon, il accepte. Il me fait que ça lui dit que ça le gêne pas du tout de faire la route. Bon, ok, Bah écoute, ça marche, disponible, cool. cool. Ouais, non, c'est ça. En fait, enfin, il était parfait. Franchement, il était parfait. Et puis donc il monte octobre, novembre, décembre. Bon, non, décembre on n'a pas fait d'essai. Octobre, novembre et échec. Mais bon, voilà encore une fois, on est pressé. Franchement, je suis vraiment pressée d'avoir ce bébé. Mais bon, voilà. Je sais que ça peut mettre du temps, donc ça met du temps. Et puis bon, les chances que ça marche, elles sont pas non plus énormes quoi à chaque cycle. Donc
Oui, effectivement, sur une Bon, insémination pour notre... artisanale, les chances, enfin, je sais pas si tu t'étais renseigné sur les chances hein, de succès, mais il me semble qu'elles sont relativement faibles, voire plus faibles qu'une grossesse classique, non? Bah, en fait, c'est-à-dire que si c'est inséminé dans les 2 minutes qui suivent le recueil par le géniteur, non, ma gynécologue avait l'air de me dire à l'époque que effectivement ça pouvait très très bien prendre, que les chances étaient à peu près égales à un rapport sexuel en fait. C'est juste que faut pas les laisser 1h30, faut pas aller au resto quoi, hein, pendant qu'ils sont dans leur petit pot, parce qu'effectivement à température ambiante. Mais si c'est fait très vite. Alors nous, c'était fait, mais j'ai chronométré une fois en moins de 2 minutes, quoi. Il était sorti de la salle de bain, hop, parti, et nous, c'était déjà inséminé, quoi. Ah oui, On d'accord. faisait vraiment ça très, très rapidement. Bon, je chauffais un peu ma salle de bain pour pas qu'ils aient trop froid. Mais bon, ma gynécologue avait l'air de dire que les chances étaient à peu près les mêmes. D'accord. Après, on sait pas, je crois qu'on a pas assez de recul. Et donc, bref, janvier, on refait un essai, du coup. Mes dernières règles doivent être je sais plus, vers le 20 janvier 2016. Je m'en souviens puisque bah, cette fois-ci, ça marche. Voilà. Forcément, Cette du coup, ça fois-ci, marque. ça prend. Donc, les dernières règles, elles marquent, voilà. Et, bah, grosse surprise, en fait. Enfin, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de test de grossesse, hein, les cycles qui ont précédé. Mhm. Mais en janvier, enfin, ce jour-là, au mois de février, et je dis à Mel, je fais, viens, on a un lundi, je m'en souviens toute ma vie. Je travaillais seule au laboratoire avec ma biologiste et je dis à Mel, viens me chercher avec un test de grossesse. Bon, si je lui dis ça, c'est que j'ai un peu le flair quand même. Je le sentais. Je sentais que ce test allait virer au positif. Effectivement, on a attendu que ma biologiste parte du labo et j'ai fait ce test dans le labo et positif. Alors là, Et c'est... là, bah, explosion de joie. Ça fait que 4 essais et je m'y attendais pas. En plus, ce cycle-là, c'était un peu foireux parce que j'avais pas tout à fait bien repéré l'ovulation. Et ça marche quoi. Donc bon bah on sort du labo avec mon petit test dans les mains, je suis toute tremblante, j'appelle notre amie et je lui dis tu penses quoi de mon test, je lui envoie la photo et tout et puis moi je suis plutôt prudente, fais plutôt une prise de sang. Ouais bah non mais me casse pas mon truc quand même quoi. C'est positif là le test Il le dit, quoi. mentir quoi. C'était faible. Ouais c'est ça. On a d'ailleurs été faire un bowling avec Mel pour se fêter ça. C'était chouette. D'accord. Et du coup, comment ça se passe pour la suite, vu que bah, t'es enceinte? Donc, qu'est-ce qui se passe après? Bah, dans l'immédiat, c'est explosion de joie. Je commence tout de suite à être barbouillée les matins, puis le midi, puis le soir, jusqu'à en vomir. J'ai perdu, euh, j'ai perdu très vite beaucoup de kilos. Mhm. On planifie la première échographie de datation planifiée à 8 semaines d'aménorrhée avec une gynécologue que j'ai un peu pioché au pif dans l'annuaire. Bon, ça n'existe plus l'annuaire, mais on va dire ça. Et puis, j'y vais pas très sereine quand même. J'ai un peu peur qu'on m'annonce que j'ai un œuf clair ou une grossesse extra-utérine ou une fausse couche. Mhm. Ouais, je suis pas très très sereine. Pourtant, je vomis. Donc je me dis, si tu vomis, c'est que tu as encore des hormones de grossesse, c'est que tout va bien. Et en fait, voilà, la gynéco nous dit, bah écoutez, tout va bien, il y a un petit cœur qui bat, votre bébé a été conçu autour du 18 février ou quelque chose comme ça qu'elle me sort. Alors là, je la coupe tout de suite, je lui dis c'est impossible. Mais vraiment, c'est impossible. J'ai eu mon test d'ovulation positif le 10 février, j'ai fait une insémination le 10, le 12. C'est pas possible, il peut pas être conçu le 18 ce bébé. Elle me dit bah écoutez, regardez au niveau des mesures, en tout cas, c'est pas un bébé du 10 février, c'est plutôt un bébé du 18. Ok, donc là, elle est en train de me dire que mon bébé est petit. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'intègre, en fait. Oui, et puis en plus, Et c'est vrai qu'à ce stade-là, les jours sont hyper importants dans la croissance du fœtus. Donc, tout à fait. Et puis même, il peut pas être conçu le 18. Elle me dit que les spermatozoïdes, ça vit longtemps. Ouais, ok, mais pas l'ovule, quoi. oui, Donc, c'est vrai. c'est pas possible. Elle est pas gynécologue, cette dame. Non, je déconne. Et puis bon, l'échographie, voilà, elle passe, elle prend le reste des mesures, j'ai assez de liquide. Enfin, franchement, elle prend tout va bien. Et pour elle, tout va bien. D'ailleurs, elle le note, tout va bien. Voilà. Elle écrit dans son compte rendu que le bébé mesure tant, qu'il y a une bonne activité cardiaque. Et,
Et elle m'ausculte, et puis bon, on repart de l'écho. Alors, je suis très heureuse. Franchement, je suis très heureuse. J'ai une activité cardiaque, j'ai la photo de mon petit poids là entre les mains. Et puis voilà, on appelle tout de suite nos parents parce que nos parents étaient au courant de la grossesse. Enfin, surtout nos mamans. On appelle nos mamans, voilà, explosion de joie, c'est trop cool, tout va bien. On est sur un petit nuage. Je continue de vomir mes tripes, mais 10 fois par jour. J'ai envie de pastèque, mais on est en février, donc pas de Compliqué. pastèque, pas de pastèque à l'horizon. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà, là je commence à rentrer dans une spirale infernale de ça va pas. Je sens que mon bébé ne va pas bien, donc je vais aux urgences. On me dit qu'il va bien, que le cœur bat, qu'il bouge, mais je le sens quand même pas. Enfin, je sens que ce bébé ne rentrera jamais à la maison avec nous. Alors là, avec Mélanie, ça devient compliqué parce elle est sur son petit nuage et je suis en train de lui briser son rêve. Mhm. Et puis moi, je suis en train de noircir le tableau complet. C'est-à-dire que je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bébé, que je vais le perdre, mais que je vais faire une fausse couche. Ça, c'est ma conviction, que je vais faire une fausse couche. Donc je vais aux urgences toutes les 72 heures, je crois, pour vérifier qu'il y a une activité cardiaque. Ils me prennent pour une folle, mais une demeurée aux urgences. Je crois même qu'ils connaissaient mon nom avant même que je le dise en fait. J'avais un dossier gros comme tout, avec toutes mes échos, tous les bilans, mais tout va bien, madame, tout va bien, mais on m'a même proposé une psy quand même. Voilà, on m'a Oui, même mais c'est vrai que proposé eux, d'aller voir la ne psychologue de pouvant la pas maternité, d'un détecter. coup j'étais... C'est ça, il me faisait l'échographie et il me disait juste que le cœur bat et que ça va. Et moi, ça m'énervait cette réponse parce que j'avais vraiment l'impression que ma peur n'était pas légitime et que j'avais pas le droit d'être angoissée en fait parce qu'il y a une activité cardiaque. Les semaines passent. Je suis toujours autant convaincue de ne pas ramener ce bébé à la maison. On est le samedi 30 avril. J'ai rendez-vous pour l'échographie du premier trimestre à 13h, avec Mélanie, bien sûr. Je suis extrêmement stressée dans la salle d'attente. Je fais les 150 pages. Je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien. De toute façon, ma gynécologue, elle m'ouvre la porte, elle nous accueille, et elle me dit ça va pas, on va faire une écho, je sens que mon bébé ne va pas. Elle prend pas la carte vitale, hein. Elle me pose direct sur la table d'échographie pour me rassurer, parce qu'elle me dit mais si votre bébé va bien, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas bien. Et elle me fait l'écho. Elle me dit voyez, on entend bien. Elle met tout de suite sur le cœur, enfin elle fixe le cœur direct, elle fait écouter les battements du cœur, et effectivement un bon rythme cardiaque. Et elle me dit vous voyez, il y a une activité cardiaque, donc vous n'avez pas fait une fausse couche. Mais je souris pas, hein. Je suis pour autant persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et là, son visage se dégrade, elle se liquéfie devant mes yeux. Et je lui fais, vous voyez que ça va pas. Elle me dit, effectivement, il y a un problème. Il y a la clarté nucale est pas bonne. Et je lui dis, c'est une trisomie. Enfin voilà, mais dans ma tête, on fait un raccourci, Oui, clarté forcément. nucale pas bonne égale trisomie. Et puis, elle me dit, non, c'est pire que ça. Ok. Et là, il y a un blanc, un silence. Mélanie, elle sait plus où se mettre parce que moi, ça fait déjà 5 semaines que je lui dis tous les jours que ce bébé va pas bien et elle me dit, mais arrête un peu d'être pessimiste. Et là, elle se rend compte que j'avais raison, en fait. Elle culpabilise un peu, en fait, de m'avoir dit arrête d'être pessimiste alors que je sentais depuis des semaines que ça n'allait pas avec mon bébé. Et que j'expliquais pas hein, pourquoi je le sentais, mais c'était viscéral, quoi. Et puis, euh, et puis, ma gynéco me donne le compte rendu, elle me donne les échographies, enfin les clichés qu'elle a fait qui ne sont pas les petits clichés de profil que toutes les mamans ont de leur bébé à l'écho du premier trimestre. Hein, moi j'ai juste, je vois pas très bien ce que j'ai sur les échographies, c'est des mesures, j'imagine la clarté buccale, clairement je vois pas du tout ce qu'il y a dessus. Elle me donne un compte rendu, une lettre que j'ai du mal à déchiffrer avec des mots que je comprends pas. Elle m'ausculte pas. Alors à ce moment-là, je lui demande mais vous m'auscultez pas? Elle me dit mais non, ça sert plus à rien. Alors que en fait c'est curieux parce que je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui aille pas, mais en même temps je suis complètement dans le déni. Mhm. Et elle me dit vous irez à la maternité la semaine prochaine. Sauf qu'on est le week-end du 1er mai, c'est fantastique. À la maternité, à part les urgences, je vais pas trouver grand monde, quoi. Oui.
Je sors de chez la gynéco, elle nous fait payer bien sûr, on sort, pardon, on est dans la petite cour devant chez elle, et je m'effondre, je pleure, j'arrive plus à respirer, je suffoque, enfin je suis vraiment au fond du trou. Alors que je m'attendais à cette nouvelle en fait, c'est ça qui est curieux. Encore aujourd'hui, je me dis mais tu t'y attendais et pourtant c'était le choc, mais en même temps je crois que je m'attendais peut-être inconsciemment à ce qu'elle me dise que tout aille bien, mais pour de vrai en fait cette fois. Mais et et bref. Et du coup, j'appelle notre amie. J'appelle une fois, deux fois, elle décroche pas, elle a pas de famille, mais elle finit par décrocher. Elle m'entend pleurer, j'ai même pas le temps de dire un seul mot, et elle comprend tout de suite que voilà, que ça va pas et que notre bébé ne va pas bien. Il y a plus d'activité cardiaque, c'est ça, parce qu'elle a des antécédents de fausse couche, donc bon, Oui. enfin, c'est un peu à ce qu'elle attend à ce que je lui dise, quoi. Je dis mais non, pas du tout. Je dis non, notre bébé il va bien, enfin il va bien, non, il a une activité cardiaque, mais la clarté nucale est médiocre, 7 millimètres. Oh, c'est Une énorme. clarté à 7 quand on sait qu'elle doit faire moins de 3. Mm. Ouais, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le week-end se passe à vomir. Je passe mon week-end à vomir, littéralement. J'appelle toutes nos familles à qui on l'avait dit. Oui, parce que quand même raconter que 2 jours avant, je suis allée aux urgences. Des fois, 2 jours avant ma T1, j'étais aux urgences parce que j'étais sûre que mon bébé n'allait pas bien. Et l'interne m'a fait une écho sous toutes les coutures. Elle m'a dit tout va bien. Donc, en sortant de cette fameuse écho de 2 jours avant la T1, je me suis dit bon, maintenant je respire quand même, tout va bien. J'ai appelé mes grands-parents pour leur annoncer quand même la nouvelle. Oui, Et en fait, le samedi, j'ai dû les rappeler en larmes en leur disant que finalement, non, tout n'allait pas bien, que j'étais encore enceinte, mais plus pour longtemps. d'accord. Et c'était un moment. Oh, c'était horrible. Tout le monde pleurait au téléphone. Nous, on est loin, on est à 800 kilomètres de nos familles, donc en fait, on se sentait un peu seul. Et ouais, j'ai passé mon week-end à vomir. J'ai rien fait d'autre, je crois, que de vomir. J'ai perdu dans ce week-end-là 3 kilos. Oh là là, c'est énorme. C'était très dur. Et donc, le lundi matin, c'est férié, mais je vais aux urgences. Je peux pas rester chez moi, c'est pas possible, je vais aux urgences. Je vomis. On me dit qu'on peut rien faire pour moi aujourd'hui parce qu'effectivement, bah, y a pas de gynéco. Enfin, si, il y en a, mais en salle d'ac, hein, ou alors en maternité, mais pas pour les consultations externes. Euh, on me dit de revenir le lendemain ou alors ils m'hospitalisent pour me perfuser. Parce que sinon, là, je risquais quand même un peu d'être déshydratée, mais je refuse l'hospitalisation. Et j'appelle le lendemain matin parce que oui, je devais faire un prélèvement de trophoblaste, un prélèvement en bout de placenta, et donc du coup j'appelle le lendemain matin pour savoir quand est-ce que je peux venir pour faire ce prélèvement. Alors là on commence à me donner une date la semaine suivante, et je dis mais c'est une urgence, enfin je veux dire non mais écoutez il y en a pas de date pour un prélèvement de trophoblaste avant la semaine prochaine. Je suis ok, je raccroche et puis je vais aux urgences du coup parce que avec mon courrier de ma gynéco, bah non mais elle me donne un rendez-vous dans 8 jours, elle était pas bien celle-là. Enfin, bon, après, elle comprenait pas ce que je vivais, mais sur Oui, le coup, oui, oui. c'était rageant qu'elle me dise dans une semaine. Bon, bref, elle connaissait pas mon histoire. Ouais. Et, euh, et donc, le mardi matin, bah, je me pointe aux urgences, encore, avec, ben, le courrier de ma gynéco, les clichés, je pleure, je vomis, j'arrête pas, hein, je suis toujours à la maternité, mais je fais ça, je fais que ça. Et puis, je suis reçue d'abord par une sage-femme qui m'écoute pleurer. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait, elle me sculpte pas, elle me fait pas d'écho, juste elle m'écoute pleurer. Et puis elle m'emmène dans une autre salle d'échographie du coup, en me disant il y a un gynécologue qui va me rejoindre, je vous fais patienter. Ok, donc je patiente, j'ai plus du tout la notion du temps, mais je sais que c'était très long. Et puis il y a un gynéco qui arrive et là ils sont deux. Donc la sage-femme est à l'ordinateur avec déjà un écran d'écho devant elle pour voir tout ce que le gynéco lui voyait sur son propre écran, que moi aussi je voyais sur un troisième écran. Et en fait la sage-femme fait les comptes rendus et le gynéco lui dicte ce qu'il voit. Ça a été la pire échographie de toute ma vie. Je crois que toutes les mamans rêvent d'une échographie qui dure 1 heure. Moi, clairement, c'était une souffrance terrible parce qu'ils ont pris notre bébé du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils et ils ont énuméré tous les problèmes qu'il avait. Tout, tout, tout. Donc, à savoir, une fente palatine, euh, pas de cerveau, de l'eau dans la boîte crânienne, les poumons noyés, pas de vessie, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore? Une spina bifida. Oh là là. Donc ça, c'est le tube neural qui est pas fermé, et le cervelet. En fait, il y avait pas de cerveau dans la boîte crânienne, mais il s'était barré par
par la moelle épinière, quoi. D'accord. Donc bon, bah voilà, quoi. C'était Oui, c'est ouais, oui. C'était assez j'ai même clair pas pour de toi mots, du en fait, coup. c'était terrible. Ouais. Ah oui, 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 bah, de toute façon, le compte rendu qu'il m'a donné en main propre à la fin, enfin d'abord après, enfin pardon, juste après, il m'a fait le prélèvement du trophoblast. Donc ça aussi, c'est un moment que je ne souhaite pas, hein. Franchement, une grosse aiguille qu'on nous plante dans le bas du ventre, juste en dessous le nombril, à la recherche d'un tout petit bout de placenta pour pouvoir faire le cariotype du bébé. Euh, c'était Et ouais, t'étais toute seule à ce c'était moment-là ou douloureux Mélanie était et avec j'avais toi? pas. Elle a toujours été là, elle m'a jamais lâchée et heureusement d'ailleurs. Et Et donc, voilà, il me donne le compte rendu en me disant que le pronostic était très sombre, qu'on me proposait soit de poursuivre ma grossesse, soit de l'interrompre, mais que pour l'interrompre, il faut d'abord attendre les résultats du cariotype, enfin, du prélèvement de trophoblast, qui peuvent mettre plusieurs semaines. Et là, je me dis, mais je vais pas attendre plusieurs semaines. Enfin, moi, en fait, je suis rentrée à la maternité aux urgences le matin en étant sûre qu'on me ferait une césarienne et que le soir, je serais plus enceinte. J'ai une césarienne ou un curetage. Dans ma tête, j'avais un curetage. On m'annonce que non, parce que j'étais passée 14 semaines d'aménorrhée, que ce serait pas un curetage, que si je choisissais l'interruption de grossesse, je coucherais par voie basse, mais pas ce soir. Donc là, déjà, c'était le monde qui s'écroule parce que moi, je voulais pas retourner chez moi enceinte. C'était pas possible, quoi. Oui. J'avais vraiment besoin d'évacuer. Alors, à l'époque, je disais, à partir du moment où je dis enlevez-moi ça, je parlais de ça comme si c'était sale et comme si je m'étais complètement détachée de ce bébé. Aujourd'hui, je le dirais plus, c'est mon bébé, mais à l'époque, vraiment, je disais débarrassez-moi de ça, je veux plus qu'on m'en l'enlève. J'étais complètement détachée de ça. J'en voulais plus, en fait. Je voulais vraiment l'enlever. Mais bon, c'est pas comme ça, il y a des protocoles à respecter, donc je respecte. Donc on rentre chez nous avec le compte rendu, le prélèvement de trophoblast fait, puis on nous dit qu'on nous appellera quand on aura les résultats. Ok. 48 heures plus tard, on reçoit un coup de fil de la cadre sage-femme. Donc c'est elle qui va gérer notre dossier, qui va nous parler de l'interruption de grossesse, et elle nous appelle pour nous dire qu'elle a reçu une partie des résultats du prélèvement de trophoblast. 48 heures, c'est mieux que 3 semaines, hein. Oui, Il c'est n'y a pas toujours mieux, photo. oui. On file directement à la maternité, elle nous reçoit dans son bureau, elle nous annonce que voilà, le résultat est sans appel, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus d'examens. On voit tout de suite où est le problème. En fait, notre bébé souffre d'une triploïdie, un mot que je ne connaissais pas. Ça veut dire qu'en fait, il a tous les chromosomes en triple. En fait, dans la trisomie 21, c'est le chromosome 21 qui existe, qui est en 3 en fait, hein, il y en a 3 au lieu d'en avoir 2. Nous, c'est le cariotype entier, donc l'ensemble des 46 chromosomes qui sont en 3. Du coup, elle a 69. Enfin, on sait que c'est une fille après parce que il y a 3 chromosomes X, mais en gros, tous les chromosomes sont en triple. Donc, elle en a 69 au lieu d'en avoir 46. Et ça, Je ouais, me demande si c'est de ma faute déjà. c'est génétique, c'est pas génétique. Comment, enfin, je veux dire, ça peut être lié au donneur, Et c'est. c'est le feu, t'as pas de chance. Au moment de la division cellulaire, il y a un truc qui s'est pas fait. La division cellulaire, en fait, elle s'est pas faite. Normalement, l'embryon, il prend 23 chromosomes d'un côté, 23 chromosomes de l'autre. Là, il a fait 23 chromosomes d'un côté et 46 de l'autre. Donc, il y a rien à faire, quoi. C'est incompatible avec la vie, on nous le dit tout de suite. De toute façon, vu les problèmes, on l'a compris avant. Et puis voilà, on nous parle de l'interruption médicale de grossesse. On nous dit qu'il faut que mon dossier parte en commission, qu'un ensemble de professionnels se réunissent pour en parler, valider la demande d'interruption. Mais on me dit aussi que elle ne me sera pas refusée et qu'on peut déjà prendre le rendez-vous pour le déclenchement. D'accord. Donc là, on est le 4 mai. Oui, là, du fait de la gravité de la situation, ils peuvent Donc on est le d'ores et déjà dimanche te donner un 8 mai rendez-vous et puis 2016, je programmer tout ça. rentre à la maternité, Tout à on fait. convoque Donc un en fait, menteur pour on pouvoir me me dit de poser rentrer à un la tampon maternité qui le ouvrira mon 8 col mai au soir, c'est un pour dimanche, permettre le et on déclenchement le déclenchera lendemain. le lundi matin. La gynéco ou la sage-femme, je sais plus, n'a pas réussi à me poser, hein, parce que clairement à 16 semaines, mon col n'est pas du tout favorable à un accouchement, donc bah, elle a pas réussi. Elle m'a dit on fera le travail demain en salle de naissance. Je demande avant d'aller en chambre qu'on fasse une échographie. J'ai besoin de savoir si le cœur de mon bébé bat toujours ou pas.
On m'annonce qu'il bat toujours et pour moi c'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors c'est pas du tout une bonne nouvelle parce qu'en fait on m'a annoncé que qu'on ne me donnerait pas un médicament qui interromprait le cœur de mon bébé. On m'a annoncé que c'est les contractions de travail qui lui arrêteront le cœur. Et en fait Ah oui, c'est dur ça. l'idée que ce soit moi qui tue mon bébé en fait en quelque sorte. C'est une image horrible à ce moment-là et je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je veux que son cœur s'arrête. Je passe ma nuit à prier pour que son cœur s'arrête, vraiment. J'en avais une boule au ventre en fait. Je crois même que j'aurais refusé le déclenchement tant que le cœur ne s'était pas arrêté. La nuit se passe tant bien que mal. Je suis toujours malade, hein, toujours. Et puis le lundi matin à 8h, on vient me chercher, on nous emmène Mélanie et moi en salle d'accouchement. Et là, la sage-femme très très gentille qui me prend en charge me ramène des cachets à prendre par la bouche et elle compte aussi m'en mettre par voie vaginale en fait. Hein, c'est pour favoriser l'ouverture du col en fait, le ramollir et puis permettre l'accouchement. Je demande une écho. Elle me dit que l'appareil d'écho est pas ici. Je prendrai rien tant que j'ai pas eu d'échographie. Je veux vraiment une échographie. Donc elle se débrouille, elle cherche un appareil à échographie dans le service de Saldac et puis elle me fait une écho. Elle parle pas, donc je sais pas ce qu'elle voit parce que dans les échos qu'ils ont en maternité, nous on voit pas, on n'a pas l'écran en fait, ils ont juste eux l'écran. Et puis elle me dit j'ai plus d'activité cardiaque. Je m'effondre en larmes. C'est un soulagement, mais il y a pas de mots en fait. Je suis vraiment vraiment soulagée de ce qu'elle m'annonce parce que je me voyais pas du tout tuer moi-même mon bébé. C'était impensable pour moi. Du Oui, c'est coup euh, compréhensible. je prends ces médicaments. Voilà, je sais que le cœur de mon bébé s'est arrêté. Je lui parle, je la remercie. C'est une petite fille. Je la remercie. Je la remercie en fait d'être partie et de me permettre de pouvoir mettre une fin à cette histoire en fait. Donc je prends les médicaments, il est 8h30, quelque chose comme ça. Elle revient, la sage-femme vers 10 ou 11h, les contractions commencent un peu à faire effet. J'ai mal, très mal au ventre. J'ai une pomme à la place de l'utérus qui apparaît à chaque fois que j'ai une contraction. Mais pour le moment, je tiens le coup. Parce que bah je sais que la péridurale risque de ralentir le travail et j'ai pas envie d'être là pendant 24 heures quoi. Donc Oui. je tiens le coup. À 10h, elle me redonne une flopée de médicaments par voie vaginale et par voie péros. Et puis Mélanie va manger vers midi, quelque chose comme ça. Elle monte en chambre parce qu'il y a un plateau qui a été livré pour elle. Donc elle monte manger vite fait. Moi pendant ce temps-là, je réclame la péridurale. De toute façon, mais elle peut pas être avec moi pendant la pause, donc seule. Franchement, j'avais une équipe exceptionnelle. L'anesthésiste était une femme en or. Je vomissais, je pleurais, j'avais mal, je me tortillais. Je perdais énormément de sang, mais toujours pas le bébé. Hein. Je perdais énormément de sang. Elle a réussi à me poser la péri difficilement, mais elle a réussi. Elle a dû 3 fois changer ses gants stériles parce qu'à chaque fois elle me prenait la main ou elle me touchait pour me rassurer. En fait, tout simplement, mon corps entier Mhm. était tout blanc et j'étais pas bien. C'était vraiment pas une belle journée ce jour-là. Et puis Mélanie revient, la sage-femme m'ausculte vers 13h. Donc là, la péri est posée. Elle m'ausculte, elle me dit vous pouvez juste un petit peu pousser s'il vous plaît. Donc bon, ben, je pousse. Hein. Et là, elle me dit ça y est, vous avez accouché. Ah oui, ça a été très rapide finalement. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Ouais, ça a été très rapide. Et puis en fait, enfin, quand on regarde les films, ou quand on entend tout le monde parler de l'accouchement, vous avez accouché, c'est un moment de joie, il y a le bébé qui pleure, il y a tout ça. Et moi, il y avait un silence, mais je l'entends Mhm. encore ce silence, il était pesant, il faisait trop de bruit en fait. Le silence faisait trop de bruit. Ouais. Je J'ai une larme qui coulait toute seule sur les joues. Mélanie est partie avec la sage-femme parce qu'elle avait envie de voir notre petite fille. D'ailleurs, on lui a donné un prénom, on l'a appelée Luna.
C'est pas le prénom qu'on lui aurait donné si elle avait vécu jusqu'au bout, mais voilà. Luna, c'était ce petit prénom-là. À ce moment-là, on l'a décidé, je crois, en 5 minutes, quand la sage-femme nous a dit que j'avais accouché. C'est elle qui nous a proposé de lui donner un prénom. Enfin, elle nous a demandé si on avait envie de lui en donner. Et c'est ce prénom-là qui est sorti, mais toute seule, mais elle m'a regardée, ouais. Alors, on n'avait pas décidé ensemble avant, en fait, tout simplement, mais Mel, je sais pas, elle a acquiescé. Moi, j'ai sorti ce prénom, je sais pas pourquoi, et puis voilà, c'était comme ça. D'accord. Et puis, donc seule dans cette grande salle, j'appelle ma mère directement, je pleure et je fais ça y est, j'ai accouché. Mais je pleure, mais je crois même pas que si j'ai dû lui dire, mais alors avec beaucoup plus de hachure que ce que je viens de faire là, je pleurais tellement, j'étais mal, j'étais vraiment très très mal parce que j'en avais envie, hein, la semaine dernière, voilà, j'étais rentrée à la maternité avec l'envie qu'on me fasse une césarienne et qu'on me l'enlève, et puis là on me l'a enlevé. Et encore une fois, c'est comme quand je savais que ça allait pas et qu'on me l'a annoncé pour de vrai, ben ça fait encore plus mal en fait. Et bon bref, Mélanie est revenue avec des photos du bébé que j'ai pas voulu voir. J'étais pas prête en fait. On est retourné en chambre quelques heures plus tard. J'avais faim. J'avais très faim. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai mangé. J'avais très très faim, j'avais pas mangé depuis que je vomissais, donc au moins depuis l'échographie, donc au moins depuis 8-10 jours, quoi. Oui, donc là, c'était très, vraiment très faim. ton corps qui t'indiquait que c'était la fin du processus, en fait. Ouais, j'avais fini. C'était derrière moi, en fait. Mais c'était bizarre, je me sentais vide de chez vide. Ça a été très long, en fait, hein, le travail de deuil derrière. J'ai accepté après de voir mon bébé, et je pense que c'était nécessaire. Au travail de deuil, je l'ai vu tous les jours pendant une semaine. Je montais à la maternité tous les jours pour la voir. En même temps, je voyais la psychologue de la maternité, donc je faisais les deux, en fait, hein, deux coups. Et puis un jour, la sage-femme m'a dit, maintenant, vous pouvez plus venir la voir. Parce que bon, bah, elle pèse 100 grammes, elle mesure 7 centimètres, donc son petit corps se dégrade très très vite. Et elle me dit que voilà, elle va être incinérée et mise dans le carré des anges. Donc à Strasbourg, il y a un grand cimetière, dont un où il y a ce qu'on appelle le carré des anges. En fait, c'est tous ces petits bébés qu'on peut pas remettre aux parents pour un enterrement parce qu'ils sont nés avant le fameux terme des 20 ou 22 semaines, je ne sais plus. Terme à partir duquel on Mais du peut coup, les indiquer sur le livret de famille, hein, si je me trompe pas. tout à fait, exactement. Nous non plus, elle apparaît pas sur le livret de famille. Donc, D'accord. bah voilà, c'est une page qui se tourne. Elle me donne exactement la date à laquelle elle sera incinérée et emmenée au carré des anges. Donc c'est fin juin 2016, il se passe encore un peu de temps. Et puis voilà. Voilà, c'est pas tout de suite la fin de l'histoire en fait, hein, parce que après il se passe quand même un certain temps pour faire le deuil et voilà. Mais je suis suivie par la psy et ça se Ce passe qui très est bien. normal. Mais très vite, très très vite, on rentre à la maison, j'ai envie d'un bébé, je veux retomber enceinte. C'est plus fort que moi, j'écris tout de suite au donneur de cette première grossesse en disant que voilà, il y a eu un souci avec le bébé, que j'ai dû faire une interruption de grossesse, mais que je veux retomber enceinte. Bah il me dit, bah écoute, au prochain cycle, moi il n'y a pas de souci pour moi. Et donc là, pour toi, la décision était claire de repasser avec le même donneur, en fait. Tu t'es relancé dans la même procédure. Bah oui, ça a marché en 4 mois. Pour moi, ça me paraissait, j'allais pas changer de procédé en fait. Hein. Ça a marché, ça va remarcher. C'est sûr et certain, ça va remarcher. Donc j'ai eu mon D'accord. retour de couche début juin, je crois. On était en voyage en Espagne avec Mélanie, un voyage que j'avais réservé un peu sur un coup de tête, hein, pour nous sortir de ce qu'on vivait en fait, tout simplement, pour voir autre chose, faire autre chose et voilà. Et donc j'ai mon retour de couche en Espagne. Et donc j'écris tout de suite au donneur, ça risque de tomber par-ci, par-là, enfin par ces dates-là, pardon. Et puis on fixe les dates, je continue à faire mes tests d'ovulation, il n'y en a aucun qui est positif, mais je le fais quand même venir. Je n'ai aucun test positif sur ce cycle, mais je le fais venir, on fait quand même les inséminations parce que je veux ce bébé. Là par contre, je suis plus du tout dans si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Là si ça marche pas, c'est la mort quoi. Moi je veux que ça marche pas maintenant. Oui, là, t'étais déjà dans ton processus, dans ta tête, t'avais ce bébé en ligne de mire, quoi. Donc c'est vrai que comme ça s'est arrêté
Enfin, ça s'est arrêté. Enfin, je comprends complètement que tu sois vraiment dans Ouais, l'après, quoi. exactement. Et je veux tout de suite retomber enceinte. Mais ça marche pas. On retente le cycle d'après, 0 test d'ovulation positif, ça marche pas. Et comment ça s'explique que tes tests d'ovulation soient pas positifs? T'as eu une explication par rapport à ça? Parce qu'ils étaient positifs sur les précédents essais. Exactement. Et là, à ce moment-là, non. À ce moment-là où j'en ai jamais de positif, je ne comprends pas pourquoi. Avec du recul et beaucoup de recul, avec du recul d'aujourd'hui, on va dire, je pense que c'est parce que j'avais pas fait mon deuil. Mon corps était bloqué. Et en fait, dans ma tête, je pense que je devais accoucher en novembre. Jusqu'en novembre, je pourrais pas retomber enceinte. Enfin, je me dis ça aujourd'hui, mais finalement, les Oui, cycles jusqu'en novembre, pour moi, c'était des cycles perdus parce que le ventre était déjà occupé, en fait. Mon esprit était déjà occupé. De toute façon, je passais les dates en disant, là, j'aurais dû passer mon écoté 2, là, mon écoté 3. Là, j'aurais dû être en congé mater, là, j'aurais dû accoucher. Enfin, j'avais pas fait le deuil, clairement, j'avais pas fait le deuil, mais cette envie d'être de nouveau enceinte. Aujourd'hui, je sais que je crois oui, que je voulais retomber mon bébé perdu, en fait. oui. Au moins t'étais dans, oui voilà, tu te projetais pour ne pas penser, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on enchaîne les cycles foireux, hein, clairement. J'ai des cycles réguliers, mais pas d'ovulation repérée. Ça marche pas, je fais n'importe quoi. Hein. Clairement, je fais n'importe quoi, mais je veux que ça marche. Mhm. Octobre Et le donneur 2016, ne te lâche pas. non, il me lâche pas. Il fait toujours les 400 kilomètres, enfin plus d'ailleurs, parce qu'il venait 2 à 3 fois par cycle, donc ça fait Oui, beaucoup. c'est énorme. Mm, mm. Il vient toujours. Je me demande encore pourquoi il faisait tout ça, mais il l'a fait et je le remercie. Et puis bon, bah novembre 2016, je consulte ma gynéco, je lui demande de l'aide. Elle me claque la porte au nez. Elle me dit, puisque vous êtes deux femmes, on peut pas vraiment considérer que vous fassiez un essai tous les mois. Alors que pourtant, je fais un essai tous les mois. Oui, mais Donc c'est là, vrai qu'en France, c'est toujours, enfin, les gynécos n'ont pas le c'est droit de suivre des couples homoparentaux. exactement. Donc bah là, en fait, c'est la deuxième douche froide de l'année. Hein. Je me dis, mais Ouais. comment je vais faire? J'ai pas d'occupation, j'ai l'impression que j'y arriverai plus jamais, en fait, à tomber enceinte. Et en fait, en parallèle, je suis sur les réseaux sociaux et une fille d'Alsace me dit écoute, j'ai un gynéco à Strasbourg, elle est un peu âgée, mais elle est super cool, elle fait de la PMA, demande-lui, peut-être que. Donc je prends rendez-vous chez 3 ou 4 gynécos à la fois, dont celle-ci, en me disant que parmi les 3-4, il y en a bien un quand même qui va accepter de me tendre une main, quoi. Je demande pas grand-chose, en fait, juste qu'on m'aide. Et donc, je vais chez cette gynéco en janvier 2017. Et effectivement, je peux dire, en la voyant physiquement, elle va me jeter, mais illico presto. Je devrais passer plus de temps dans la salle d'attente que dans son cabinet, en fait. Et en fait, J'en pas du rigole, tout. mais c'est pas, ça devrait pas être le cas. Non, non, mais non, oui, non, c'est clair que ça devrait pas être le cas, mais vraiment, on voit ma gynéco, on croit pas du tout qu'elle va nous aider, quoi. Et puis en fait, elle prend notre histoire très à cœur, elle est très touchée par ce qu'on a vécu et elle me prescrit du Clomid, comme ça, direct. Clomid. Et c'est pas ce que j'aime, fais pas de Comme prise ça. de Nous, en même temps, on a décidé de plus passer avec notre donneur. Parce que là, en fait, on se dit, ça se trouve, c'est lui qui a un problème. On devient parano, hein, vraiment, on devient vraiment parano. Donc, on décide de Mm, mm. passer par Cryo. Cryo, qui est une Oui, banque par de la, sperme. voilà, la banque de sperme danoise qui à l'époque, en tout cas, pouvait envoyer des paillettes en France. Chez les particuliers. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, ils peuvent livrer, mais pas chez les particuliers. Ils peuvent livrer dans les Oui, c'est ça. cliniques, les choses comme ça. Mais oui, à l'époque, ils livraient encore chez les particuliers. Donc, nous voilà rendus sur le site de Secos, n'importe quoi, de Cryo, à choisir notre donneur. Alors, c'est un vrai magazine. On peut choisir s'il est blond, s'il mesure 1m80, brun, enfin son groupe sanguin, sa voix, on peut entendre le son de sa voix, voir des photos de lui quand il était petit, son écriture manuscrite. Enfin, nous, on a choisi le plus anonyme de tous, c'est-à-dire qu'on sait rien de lui, à part la base, quoi. Donc là, sur S'il est ce grand, procédé-là, en fait, tu fais le choix d'avoir un donneur totalement anonyme, alors que dans l'insémination artisanale, tu connaissais tout ton donneur finalement. Oui, oui, c'est vrai. Mais parce que dans l'insémination artisanale, si un jour mon enfant veut le rencontrer, il peut. Il peut le Mhm. rencontrer. Il peut éventuellement le voir une fois. C'est pas impossible parce que nous, on lui avait demandé, il était d'accord.
Chez Cryo, D'accord. C'est pas possible en fait. Il est pas anonyme, enfin on sait rien de lui, on sait pas. Et on sait juste, comme dit, son écriture, le son de sa voix, ce qu'il fait dans la vie, et ce qu'il aime, s'il aime le sport, le tennis ou le basket. Enfin, ça nous apporte rien du tout. Et en plus, plus on a d'informations, plus la paillette est chère. C'est déjà très cher. Et donc clairement, on s'en fiche en fait. On s'en fiche un peu de Oui, tout parce ça. Nous, ce que qu'on veut, c'est que tu interviens sur la notion de budget, donc effectivement, Cryo, je crois que la paillette tourne autour de 2000, n'importe quoi, tourne autour de 250 euros. voilà exactement. Bah, ça peut monter jusqu'à Et 400 ou 500 euros parce qu'il y a différents. C'est incroyable, il y a différents. Comment dire. Une différentes paillette peut qualités. contenir que ça. Voilà, c'est ça. Il y a des modes 5, mode 10, mode 15, mode 20, et en fait, c'est le nombre de spermatozoïdes par millilitre, quoi. Donc forcément, Oui. 5, mode 5, c'est moins bien que mode 20. Mais du coup, c'est aussi très cher. Et en plus de ça, il Donc faut nous, rajouter tous les frais annexes, donc tout ce qui est frais de port, frais de transport, frais de conservation. ouais. En fait, on a le choix entre de la glace sèche, donc des vulgaires glaçons dans une boîte de polystyrène, ou de l'azote. Sachant qu'il Mhm. faut que ça tienne le plus longtemps possible. Donc l'azote, c'est quand même le plus recommandé quand on n'est pas tout à fait sûr de la date d'insémination. Ça tient 8 jours, je crois. Donc en fait, on Mhm. passe commande le premier jour de nos règles en disant on veut une expédition à telle date. C'est Et très là, ils te compliqué, garantissent un franchement. délai de livraison. Ouais, dans les pas 48 heures normalement. D'accord. Donc nous, en fait, on l'a fait livrer en point relais parce que on travaille. Encore un autre faux dans notre parcours. Avec notre pièce d'identité, chercher notre colis. Le gars, il nous donne au milieu de tous les cartons où il y a peut-être des fringues, des jouets, j'en sais rien. Il y a nos petits spermatozoïdes. Mais le gars, il le sait pas. On a pris le tram hein, avec notre petit contenant d'azote. C'était drôle. Enfin, en fait, notre parcours, il est semé d'embûches, mais qu'est-ce que c'est drôle par. Et puis, on arrive à la maison, on les met sur le balcon, parce que on est en janvier, on a le caille, donc c'est très bien sur le balcon, on peut se réchauffer. Et puis bon, j'ai fait les contrôles chez ma gynéco, et là, hyperstimulation. Pas d'insémination possible. Ouais, donc tu Ok, c'est surréagis en fait au chlomide. exactement. Surtout que moi, j'ai mes paillettes qui sont sur le balcon quand même. Hein. Oui. Je me dis, mais Et comment je vais faire? Je vais pas les perdre. Je peux pas les recongeler dans mon congélateur, ça marche pas comme ça. Et puis, t'imagines dans ton congélateur. pourquoi pas à côté des glaces. Et Voilà. puis, je rappelle Cryo. Paniquée, je fais qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas faire insémination, hyperstimulation, tout ça. Donc il me dit, bah vous nous renvoyez les paillettes, on les recongèle chez nous, et puis on vous les renvoie au prochain cycle. Et vous aurez juste les frais de port à repayer. Frais de port qui sont quand même de 200 euros. On est loin Oui, des voilà, c'est ça. 3,95 hein, Donc 200 Donc euros dans chaque sens, hein, c'est ça? non, juste c'est l'aller-retour. Il y a quelqu'un D'accord, qui ok. vient rechercher le colis, c'est compris dans les 200 euros, 250. Bon bah ok, on n'a pas le choix de toute façon. Donc on laisse finir ce cycle, j'ai de nouveau mes règles qui arrivent, on recommence cette fois avec un micro-dosage de clomide. J'étais à un comprimé, là on est passé à un demi. Donc là ça va. J'ai 2 follicules, mais mes paillettes reviennent, hein, je fais revenir mes paillettes. Et puis ma gynéco valide l'insémination, donc je la fais avec Mélanie à la maison en après-midi, et puis voilà. Alors c'est encore plus chiant qu'un donneur connu parce que là pour le coup nos paillettes sont congelées. Si elles se décongèlent trop, c'est mort. Si elle se décongèle pas assez, c'est mort. Donc en fait, il y a un laps de temps qui est minuscule et c'est de la loterie, hein. Vraiment. Et ça Oui, parce échoue. que comment Et tu peux le c'était déterminer, pas. toi? Enfin, t'as pas un thermomètre que tu as une sonde que tu vas poser. Enfin, En tu vois, c'est. fait, on reçoit un guide, on reçoit une notice en fait. On nous dit qu'il faut la laisser Mhm. décongeler à température ambiante 5 minutes L'insémination. avant l'insémination. Mais de toute façon, on le voit, hein, c'est un tout petit tube, une toute petite paille transparente en fait, et on le voit quand ça passe de glaçon à l'état liquide entre guillemets. Mais bon, D'accord. clairement, c'était de la roulette russe et ça n'a pas marché. Voilà. Mais Ouais. c'était pas une surprise. Mais par contre, c'était un gros coup dur parce que je me suis dit, mais j'ai plus de donneur, je vais pas repasser par Cryo, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est franchement le néant, vraiment le néant. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et Tu sais, les puis, échecs sont durs hein, dans ces parcours. voilà, c'est ça. Et puis, je suis toujours sur les réseaux sociaux et
une fille qui s'appelle Elodie ouvre une cagnotte pour nous. Je me réveille un matin avec un nombre incalculable de notifications, messages privés, enfin, je comprends pas ce qui se passe, il est 5 heures du match, je dois aller bosser. Je regarde ça sur Instagram et effectivement, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour moi la veille au soir, que je n'avais pas vue. Les partages ont fusé toute la nuit. Il y a déjà, on est déjà à 70 € le matin sur la cagnotte. Et j'ai du mal à réaliser, en fait. Je me dis, mais elle a vraiment fait ça. Enfin, je veux dire, elle me connaît pas, en fait. Elle fait ça juste parce qu'elle a envie que je sois heureuse, quoi. Même elle était en parcours PMA. Alors, elle est hétérosexuelle, c'est différent, mais voilà, juste sa générosité, en fait, me touche énormément ce matin-là. Donc, la cagnotte se Mais partage. mais elle a eu raison puisque effectivement on a tous, enfin beaucoup de gens ont participé, moi la première, et clairement quand on voit les coûts de ces parcours, il y a des moments où t'as pas trop d'autres solutions en France. Ouais, tout à fait, c'est ça. Mais je suis pas la seule, en fait. Du coup, je me sentais un peu privilégiée, en même temps un peu gênée. Enfin, c'était un drôle de sentiment. Mais on a quand même obtenu la somme qui nous permettait de réserver l'hôtel, l'avion et l'insémination à la clinique. Donc, on a quand même Oui. récolté une très belle somme sur cette. Parce que là, Et alors on est je parti. vais encore parler budget, mais en gros là on parle de quelque chose autour de 1 000 €, hein, si je me trompe pas. Ouais, on est entre la clinique où j'étais, on était à 900 € l'insémination, mais il y a des cliniques où c'est 1 200 €, voire plus dans d'autres cliniques encore. Donc, et puis là, Ouais. on est que sur une insémination, hein. Si on peut multiplier le budget. Oui, par 5 ou 6 ans de Donc, mémoire. exactement. Donc, voilà, on a notre enveloppe pour l'Espagne. On se marie en mai 2017, donc on décide de partir en juin 2017, en se disant que ça ferait un magnifique voyage de noces, si en plus on revenait chargé de bébés dans le ventre. En tout cas d'un ou deux, c'est ça. Et donc on se marie, c'est une magnifique journée. Et puis un mois plus tard, on est en Espagne. Alors ma gynéco me suit toujours. Elle a changé le protocole. Bah, de toute façon, elle se fie au protocole que les médecins en Espagne demandent, à savoir du Gonalef et de l'Ovitrel. Mais elle me suit à Mhm. fond. Hein. Elle me fait les 48 heures. Elle est génialissime, ma gynéco. Et puis bon, on est heureuse, on est sûr que ça va marcher cette fois. Et on revient en France. On vit nos 15 jours et puis échec. Mes règles arrivent. J'ai même pas besoin de faire de test de grossesse. De toute façon, je sentais que c'était négatif. Donc, bah, mes règles arrivent et là, c'est un peu le désespoir. Bah oui, Parce parce que que là, encore une là, fois, on est. partir, bah c'est relâcher 2 000 €, hein. Ouais, et à peu près. Et puis, on peut pas. Je veux pas de nouvelles cagnottes, ça c'était hors de question. Et puis crayonnant, et puis notre donneur, bah, on est un peu distant, quoi. Donc, en attendant, on achète un appartement. On est en été là, on est en été 2017. On laisse tomber les essais, on achète un appartement qu'on rénove entièrement du sol au plafond. Et puis septembre 2017, on emménage chez nous. On se sent bien, ces nouveaux murs, et on se dit, avec notre donneur, ça a marché la première fois en 4 cycles. Là, maintenant, j'ai une stimulation, je suis suivie par ma gynéco. Je sais pas si j'ai une ovulation naturelle ou pas, mais je m'en fiche puisque j'ai une gynéco qui me la déclenche artificiellement. Pourquoi est-ce Mhm. on retente pas? On retente pas, de toute façon, c'est notre dernière chance. Notre dernière chance. Donc ben, on le refait venir. On lui dit que là, on a pris une petite année de pause et qu'on a envie de recommencer. Et ben lui, il est toujours OP. C'est incroyable. Un an après, Non il est. mais il est Enfin, un incroyable ton mois. donneur. Ouais, mais je crois que si j'avais été hétéro, je l'aurais épousé. Et puis, et puis, euh, et puis, bah, il revient. Il n'y a pas de souci, il revient dans notre nouvel appartement, du coup. Bah, chaque fois qu'il vient, on discute pendant 2, 3 heures, ça dépend des jours. Et puis, bah, on faisait l'insémination, et voilà. Alors, les stimulations chez moi, c'était un cycle ça marche, le cycle d'après ça échoue. Hein. Un coup je réagissais bien, un coup je réagissais pas, on comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc il se Mhm. trouve qu'on alterne, un jour ça marche pas, mais on fait des inséminations tous les mois. Et puis janvier 2018, eh bien, insémination qui échoue. Je suis désespérée, je me dis, en fait, quand on démarre une nouvelle année, on se dit, allez, c'est pour cette année, puis en fait, là, vu comment a commencé 2018, avec des follicules qui veulent pas pousser et une ovulation naturelle, par-dessus ça, je me dis, bon, bah, c'est mort, voilà. Donc,
encore une mauvaise année. Enfin, on part défaitiste. Et en fait, 14 jours plus tard, je sais pas, un pressentiment, je sors le seul et unique test de grossesse que j'ai dans mon tiroir depuis 2 ans. Je le fais et il m'annonce que je suis enceinte, quoi. C'est du test où c'est écrit en toutes lettres, hein, donc j'ai pas besoin de loucher. Et je suis enceinte. Et je me souviens très très bien de ce cycle parce que t'étais, mais je me souviens qu'à ce moment-là, t'étais mais au bord du désespoir. Et moi, quand tu nous as annoncé sur Instagram ta grossesse 14 jours plus tard, mais j'étais folle de joie pour vous, mais en même temps, pour moi, vous aviez lâché l'affaire, quoi. Ah ouais, bah, j'avais lâché l'affaire. Je me souviens, le jour de l'échographie, j'avais été dans une librairie et j'avais acheté un livre où c'est écrit, où le titre c'est Tout va mal, je vais bien. Ça veut rien dire. J'ai jamais lu ce bouquin parce que rien que le titre il me déprime. Mais voilà, c'était un peu mon état à ce moment-là. Tout va mal. Il y a rien qui allait mal, mais je vais bien. C'était pour faire genre, je vais bien, quoi. Parce que les 2 follicules, là, ils mesuraient 13 et 14 millimètres, je crois. Et c'est pas du tout ce qu'on vous recommande pour une insémination. On recommande plutôt du 18 millimètres. Donc, on en était pas, mais mon ovulation était... Ouais, c'est ça. Et j'avais fait qu'une insémination, puisque forcément, la gynéco me dit que j'ai pas de nature, qu'on fait pas au vitrelle. Donc, j'avais dit à mon donneur, ça sert à rien de revenir. Il était venu la veille de mon échographie. Le dimanche soir, j'avais l'écho le lundi. D'accord. Donc, voilà. Oui, donc vous avez tenté parce qu'il était là, mais concrètement, vous auriez pu ne rien faire, quoi. Exactement. Et puis, comme quoi, ça veut surtout dire que finalement, ça veut surtout dire que finalement, il y a pas de bon et de mauvais cycle et qu'on peut rien prévoir. La nature est toujours plus forte. Exactement. C'était la grosse surprise. Je fonce au laboratoire le lendemain midi. Alors, je travaille dans un labo, mais je ne fais pas mes prises de sang dans mon labo. Surtout le bêta-HCG, les autres, je m'en foutais. Le bêta-HCG, oui, surtout le bêta-HCG. Je suis allée chez la concurrence à midi, moins le quart avant qu'il ferme, pour faire ce bêta. Le soir, j'attends le résultat. On est le lundi 12 février, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'est l'anniversaire de mon papa ce jour-là. Mais je peux pas lui dire, papa, pour ton anniversaire. Parce que voilà, cette fois, on compte vraiment attendre, loin dans la grossesse pour l'annoncer. Et puis voilà, on reçoit le taux, ça cafouille un peu, hein. La nana elle a pas mon bon mail, du coup je reçois jamais le mail. Elle m'annonce le taux par téléphone, mais Mel et moi on n'entend pas du tout la même chose, donc moi je saute de joie, Mel elle s'écroule. Quand on raccroche, je fais mais pourquoi tu t'écroules? Elle me fait bah parce qu'elle a dit 11. Je fais mais non, elle a dit 111. Elle fait non, elle a dit 11. Et là s'ensuit 10 minutes de non, elle a dit 111, non, elle a dit 11. Donc là on rappelle parce que bah effectivement du coup 111 on peut sauter de joie, mais 11 un peu moins quand même. Oui, c'est clair. Et donc on rappelle et la dame elle me fait non, c'est bien 111 3-1. Ah, 3-1, j'avais bien entendu. C'est bon. Et là, explosion de joie, et je suis sûre que cette grossesse se passera. J'ai toujours dit, une fois que j'ai perdu Luna, le plus dur va être de retomber enceinte. Mais toi, t'as un feeling, mais de dingue. Et cette grossesse, elle a été fabuleuse. J'ai vomi, mais c'était du vomissement de bonheur. Enfin, je veux dire, c'était des paillettes quoi que je vomissais. Hein. C'était trop cool. C'était vraiment. Et donc, l'humain est arrivé en octobre 2018. Ouais. Et voilà, le 14 octobre 2018. Ouais, un petit chou tout mignon. Et un accouchement fantastique. De toute façon, je crois que j'ai que ce mot à la bouche. Hein. J'ai été hospitalisée, je trouvais ça fantastique. Enfin, c'était vraiment trop bien cette grossesse. Mais c'est pas fini. Je suis la seule maman de Lubin. Ça, je l'ai compris quand on est allé le déclarer à la maternité. On y va. Et du coup, pardon, je te coupe juste un petit peu avant qu'on aborde ce sujet-là. Pendant tout cet accompagnement, donc ta gynéco a été extraordinaire et connaissait votre inclinaison sexuelle, disons. Elle t'a bien accompagné, mais tout le reste du personnel médical, comment ils se sont comportés par rapport à votre couple? Ça a posé problème? Ça n'en a pas posé? C'était un non-sujet? À aucun moment, je suis allée dans un endroit en me disant qu'est-ce qu'ils vont dire en fait. C'est-à-dire que j'y allais avec la personne qui partage ma vie. Point, en fait, je me suis pas demandé est-ce que c'est normal, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser. Bon, ils ont quelquefois demandé, genre aux urgences, enfin non, je suis pas allée aux urgences, mais quand j'ai été hospitalisée au mois de juin, on m'a demandé quel est le groupe sanguin du papa. Alors qu'il y avait Mélanie à côté. Je dis, il y a pas de papa. Oui. On est deux mamans. Mais je peux vous dire quand même le groupe sanguin du géniteur, si vous voulez. Donc, voilà, ou de la maman, si vous voulez, la deuxième maman. Bah ça par contre on l'a beaucoup demandé à Mélanie. Vos antécédents, ah non mais vous on s'en fiche un peu. Oui, nous aussi ça nous est arrivé ça. donc voilà, mais
non, clairement, franchement, il n'y a pas eu de... Ils ont naturellement proposé un lit à la maternité pour que Mel reste dormir avec moi pour l'accouchement de Lubin. Ma gynéco, elle nous suit, toutes les sages-femmes qu'on a croisées. Enfin, franchement, on a eu aucun souci, quoi. Enfin, la sage-femme qui m'a accouchée, elle a toujours proposé à Mel de voir, est-ce qu'elle veut voir, elle envoie les petits cheveux, est-ce que vous voulez voir, enfin, voilà, il n'y a pas eu de, Oui, vous étiez deux parents. Ouais, voilà, on était un couple, quoi. Enfin, moi, je me suis pas sentie anormale, entre guillemets, ou différente, ou je sais pas quel mot je peux employer, mais je me suis sentie, comme n'importe quel couple qui passe la porte des maternités. D'accord. Et donc, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Non, en fait, ça, je l'ai pas compris tout de suite que c'était pas fini. Pour moi, ça y est, j'avais ma famille. 2 jours après, on va déclarer Lubin à l'état civil. Donc, je sais que notre livret de mariage, livret de famille du mariage par nous ne sera pas rempli à ce moment-là, puisqu'il faut que Mélanie l'adopte. Ça, je le sais. Mais par contre, ce que je savais pas, c'est que sur l'acte de naissance, Mélanie ne figurerait pas du tout. Ah oui, tu te doutais pas de ça. Ah non, mais je suis trop naïve, moi. Pour moi, j'ai ma famille, enfin, on est deux parents à avoir voulu un enfant, donc j'ai mon nom de jeune fille, en fait, sur l'acte de naissance. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, je suis une mère célibataire qui a accouché d'un bébé, père inconnu. Voilà. En gros, c'est un peu ce qu'il y a décrit sur l'acte de naissance initial. Et en fait, quand elle me tend en papier, ouais. Je lui fais, mais par contre, il y a un problème, je suis mariée, c'est pas mon nom, ça c'est mon nom de jeune fille, mais il y a mon nom marital quand même. Elle me dit, non, mais ça compte pas. Et là, quand elle m'a dit, ça compte pas, j'ai pleuré, comme une madeleine dans son bureau. Je me dis, mais comment ça compte pas, je me suis mariée, comment ça compte pas? Enfin, je veux dire, mon mari, je l'ai reconnu, enfin. Il manque vraiment de tact, hein. Le personnel de mairie, nous, ils nous ont fait des trucs aussi improbables. Ouais, non, mais j'ai pas compris, en fait, ça compte pas. Donc elle m'a expliqué. Mais Mélanie avait compris, elle avait intégré, en fait, qu'elle apparaîtrait même pas non plus sur l'acte de naissance. Mais j'ai pleuré. Mais comme une madeleine, en fait, parce que, pour moi, on était 2 mamans à avoir voulu 7 enfants, et là, il y avait que moi, et j'étais une mère célibataire, en plus. Alors, je suis pas une mère célibataire, quoi, je veux dire, ça fait 2 ans que je me bats avec une personne que j'aime pour avoir 7 enfants. Et je l'ai très mal pris. Franchement, je l'ai très très mal vécu. Mais bon, ça a été vite passé. On est retourné dans ma chambre et puis on est rentré chez nous le lendemain. On n'a pas tout de suite pris rendez-vous chez le notaire. Faut prendre rendez-vous chez le notaire, mais parce qu'en fait, on avait des visites, on avait envie de profiter de notre bébé et pas de plonger le nez dans les papiers. Et puis en fait, encore une fois, pour nous, on était déjà une famille, quoi. Donc après, tout le reste, c'était une formalité annexe, oui. Obligatoire. Ouais, voilà. Est-ce que c'était vraiment... Enfin, oui, c'était indispensable pour Mélanie, mais pour vivre tous les jours, non, ça l'était pas. Et du coup, on a un peu tardé. On a pris rendez-vous chez le notaire que pour ces 2 mois. Alors, le rendez-vous du notaire, Mélanie n'est même pas obligée. Je suis, en gros, la mère qui autorise, Mélanie aussi, il vaut mieux qu'elle vienne quand même, mais elle sert à rien. Je suis la mère qui autorise cette femme à adopter mon enfant. Enfin, c'est très curieux. Est-ce que j'autorise Mélanie et Vélio à adopter mon enfant? Enfin, je peux aller choisir n'importe qui dans la rue. Bon, faut être marié quand même. Mais en gros, pas sauf si c'est un homme. Donc, j'ai pas besoin d'aller chez le notaire pour qu'il devienne le père de l'enfant. Mais par contre, Mélanie, faut que je signe faut que je paye 250 €, 3 minutes de rendez-vous pour autoriser à ce qu'elle soit la mère de notre enfant. C'est très curieux, encore une fois. Oui, c'est très curieux. Mais bon, c'est la procédure. Et encore, tu parles de 250 €. Je ramène ça beaucoup à l'argent, mais parce que finalement, ça rythme quand même un petit peu nos parcours. 250 € pour le premier acte et au moins 200 € de mémoire pour la non-rétractation. Alors nous, elle a été gentille, elle nous l'a envoyé par mail. Ah, c'est cool, parce que nous, on a dû se redéplacer et repayer. Non, nous, 2 mois plus tard, en fait, j'ai reçu un mail avec donc le papier, donc juste le mail avec le papier non rétractation, mais je l'ai reçu également par courrier en me disant en fait justement que je l'aurai dans quelques jours par courrier. Donc effectivement, j'ai reçu par courrier l'officier et on n'a pas eu besoin d'y retourner. Mais oui, s'il faut y retourner, on paye 2 fois. Bah ouais. Oui, donc on attend ces 2 mois de non rétractation, donc ça nous remet en février 2019. Et puis février 2019, donc là notre dossier était complet. J'ai toujours ma mentor qui m'a dit tout ce qu'il fallait que je mette. Elle m'a envoyé les copies des lettres que elle avait envoyées à son tribunal. Donc on n'est pas dans la même région, donc parfois ça peut un peu varier les demandes des tribunaux, mais bon, moi j'ai recopié mot pour mot ce qu'elle avait écrit en changeant juste les noms et les adresses. Et puis voilà, j'ai tout envoyé. Je reçois un courrier du tribunal très rapidement après en me disant qu'il manque juste quelques pièces, ils veulent des témoignages. Oui, ils indiquent pas dans le dossier qu'il faut des témoignages. C'est quand même fou, ça. Et après, ils te les redemandent.
Ils n'indiquent rien en fait. On a fait un peu notos. Moi j'ai vraiment envoyé tout ce que je pouvais, le casier judiciaire, les pièces d'identité. Je me suis dit vaut mieux en envoyer trop que passer, donc j'ai vraiment envoyé ça. Mais les témoignages, non, vraiment j'y avais pas pensé. Et donc il fallait des témoignages pour prouver le lien entre Mélanie et Lupin. Je me suis dit mais ça veut dire quoi ça? Enfin je veux dire déjà on vit à 800 km de tout le monde, donc je vais demander à nos parents qui n'ont vu qu'une fois Lupin avec Mélanie, ça a duré 3 jours, point. Je trouvais ça encore une fois ridicule. Alors ils ont tous les trois, nos parents, fait des lettres. Non, enfin. En fait, ça m'a saoulé qu'ils fassent ça. De qui ils sont pour juger qui met les parents pour Lubin, en fait. C'est ça qui m'énerve. Mais bon, on l'a fait parce qu'il le faut pour les arguments au tribunal. Et puis, on a été convoqués fin mai, je crois, pour nous dire que notre dossier était complet et qu'il passera en commission qu'il passerait devant tout le monde, là, le 14 juin. Et donc, effectivement, 2 semaines après le 14 juin, on reçoit un courrier avec l'acte d'adoption. Voilà. Toi, ils t'ont pas demandé de te déplacer sur l'audience, non. Sur l'audience. Ouais, non, pas du tout. Nous, on n'a pas été convoqués pour l'audience. Donc, c'était cool parce que j'avoue, j'appréhendais un peu ce moment, surtout Mélanie. Donc, de savoir que la présence était non obligatoire, du coup, elle était bien soulagée. C'est donc, clair, c'est toujours stressant. On a reçu l'acte d'adoption. Et puis, voilà, après, on a pu faire les démarches pour rechanger cet acte de naissance. Nos anciens actes de naissance n'existent plus. Maintenant, on a un acte de naissance où on est toutes les deux les mères de Lubin. Et puis, on a un nouveau... Enfin, il a été inscrit dans notre livret de famille du mariage. Et donc ça a été fait en septembre 2019. Donc, ouais, donc c'est tout frais. Bouclé. Voilà, c'est ça. Tout à fait. On est une famille officiellement maintenant. Oui. Et il porte son nouveau nom, tu disais, donc le nom de famille de Mélanie, si je me trompe pas. Il porte les deux. Il porte son nom, le nom marital, le nom de Mélanie, qui est le nom de Mélanie, et puis mon nom de naissance. Il a gardé. D'accord. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez des projets pour la suite? Comment tu envisages alors, je sais que professionnellement, tu as des projets qui commencent à se concrétiser sérieusement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fait? De rester une famille. On peut nous souhaiter oui. Qu'un jour un autre bébé vienne agrandir notre famille. J'espère vraiment que le donneur de Lupin sera toujours d'accord. Il nous a toujours dit que voilà, il en parlerait. À l'époque, il était célibataire. Il nous avait dit que s'il rencontrait quelqu'un, il en parlerait à ce quelqu'un. Si ce quelqu'un est contre, il arrêterait et on respectera son choix parce que il nous a déjà fait un très très beau cadeau avec Lupin. Mais voilà, on verra à ce moment-là si lui est toujours OK ou pas. Je te remercie beaucoup, Floriane, de t'être rendue disponible à nouveau. Donc, comme je le disais pour cet épisode, vous avez une famille très très belle. Moi, je prends un grand plaisir à vous suivre sur les réseaux sociaux, à vous voir grandir tous les trois. J'invite vraiment tous nos auditeurs à vous suivre sur ton compte qui est donc @maman avec un S au pluriel de mémoire. C'est ça, exactement. Voilà, parce que vous êtes un bel exemple de famille homoparentale totalement épanouie et voilà, vous faites plaisir à voir. C'est gentil, merci beaucoup. C'est normal. Je te souhaite une bonne journée, Floriane. Bonne journée. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le soutenir en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Floriane et Mélanie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les enfants vont bien. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17.
Guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore.